Bonsoir très chers compatriotes gabonais en vos rangs et qualités respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale animée par le prince Adouma Thierry et Sam David Berakouma. L'émission Atmosphère qui a un caractère didactique, un caractère pédagogique, un caractère instructif avec pour objectif prioritaire la moralisation de la vie publique. Et là, aujourd'hui, 25 mars 2025, curieusement, 25 mars 2025, nous avons un invité d'honneur. On l'appelle Bob Mengom. Bob Mengom n'est rien que le fils du général Mengom Atom, un Syrien avec l'ancien général Cheikh Yegendon. Bob Mengom, que vous connaissez très bien pour son activisme politique, celui-là qui défie celui qu'il appelle le prince béton. Le prince béton, c'est-à-dire le prince Machiavel, c'est-à-dire son excellent Brice Oligui Nguema. Et je vous avais posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il appelait Brice Oligui Nguema le prince béton. Eh bien, il avait été clair et que c'est partout où Brice Oligui Nguema a fait le choix de mettre le béton sur l'ensemble du territoire. Et il va plus loin en disant que d'ici peu, les forces de défense et de sécurité auront des liens en béton. Donc, lui, c'est Bob Mengom, l'un des plus grands activistes gabonais, l'un des plus grands acteurs politiques étatiques de notre génération. Monsieur Bob Mengom, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous savez que nous sommes dans la véritable fièvre électorale. D'ici 3 jours, la campagne pour l'élection présidentielle va être enclenchée et nous savons toute la bataille que vous avez menée pour dissuader le prince béton d'être candidat à la magistrature suprême de notre pays afin d'arriver à une espèce de légitimation du pouvoir. Et aujourd'hui, il y a plusieurs voix qui s'élèvent. D'ailleurs, il y a la voix d'un compatriote qui est allé jusqu'à Addis Abeba pour pouvoir contraindre l'invalidation de la candidature de Brice Oligui Nguema. Malheureusement, nous savons que la candidature a été validée. Le prince béton s'est mis en disponibilité pour pouvoir briguer ce mandat important de 7 années. Qu'est-ce que cela vous inspire avec tout ce qui se fait actuellement à 3 jours de l'ouverture de la campagne pour la présidentielle du 15 avril 2025? Merci. Vous commencez par rapport au compatriote qui est allé déposer une plainte pour l'invalidité de la candidature du prince de béton. Est-ce que ce compatriote, l'acte qu'il a posé est légitime? C'est la question que nous nous posons tous d'ailleurs. J'estime que c'est légitime. Nous nous rappelons en 2016, après le massacre du QG de Jean-Ping par la GR et décrié par tous les citoyens gabonais, il ressort qu'il y avait eu des morts. Et à cette époque, le président Jean-Ping et son équipe avaient déposé une plainte à la CPI. Ils avaient aussi saisi l'Union africaine. Mais ça n'a pas empêché à M. Ali Ben de s'en foutre des démarches de ses compatriotes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la même histoire, où un compatriote estime que le prince de béton se contredit contrairement au justificatif qu'il veut se donner comme monsieur propre. Parce qu'il compte sur sa milice appelée GR. Et que tous ceux qui gravitent autour de lui, qui ne s'expriment que par des injures, qui ne se justifient que par des injures, par des parjures, aujourd'hui se sont mis à insulter ce compatriote qui a demandé l'invalidité à l'Union africaine. Au prince de béton n'est pas se présenter. Mais surtout, M. Bob Mengom, vous savez très bien que là, justement,
l'appel de l'annulation de cette candidature aux côtés de l'Union africaine, notre compatriote a basé son argument juridique sur justement un traité qui a d'ailleurs été non ratifié. Or, nous savons très bien qu'un traité non ratifié n'a aucune valeur juridique. Est-ce que lui-même, il ne savait pas que c'est une procédure qui n'allait pas prospérer? C'est un acte politique. C'est d'abord ce qu'il faut retenir, c'est un acte politique. Absolument. Et l'acte politique qu'il a posé, qu'est-ce que l'Union africaine a dit? Est-ce que l'Union africaine, par un acte politique aussi, a validé la candidature du prince de Béton? Non. Mais est-ce que c'est l'Union africaine qui valide les candidatures? Puisqu'il y a le principe du droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes, laissez-moi ce discours. Le principe d'autodétermination, monsieur Bonnemort. Laissez-moi ce discours enfantin qui ne tient pas du tout. Mais nous avons le ministère de l'Intérieur qui a analysé les candidatures et qui a d'ailleurs validé la candidature du prince Béton. Je vous dis que c'est un faux discours. Quand ça profite à quelqu'un, c'est ce type de discours que l'on tient. Quand ça ne profite pas, on tient un autre discours. L'acte politique de ce jeune compatriote était un acte politique. Et ensuite, l'Union africaine a rendu une décision politique aussi, qui n'a pas d'effet. Et même si ça avait des effets, il n'y a pas d'effet. Même si ça avait des effets, il n'y a pas de contrainte. J'ai dit même s'il y en avait, le prince de Béton, voulant atteindre ses objectifs de s'imposer par la force. Non, pas la force, mais il veut s'imposer par des voies démocratiques. Non, pas par des voies démocratiques. Mais nous allons... Non, il est arrivé déjà là par défaut. Il est à la tête de l'institution par défaut. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle un habillage en disant que c'est un coup de liberté. Mais c'est un coup de liberté. Je l'ai suivi dans les réseaux sociaux où les journalistes ont été guidés par leurs questions pour lui poser un certain nombre de questions et où il répond avec autant de mépris. Il est qui pour mépriser les autres candidats? Donc quand il méprise les autres, il doit s'attendre aussi qu'on lui rende le même mépris. Non, mais monsieur Bonnemort, mais il ne sait pas que le prince de Béton arrive à mépriser les autres candidats. C'est du mépris. Mais où sont les candidats d'ailleurs? Non. Les candidats sont... Non, même si ce sont des menus frétins. Le seul candidat qu'on peut quand même opposer une certaine résistance, ce n'est rien d'autre que l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bébinzé, d'ailleurs, que vous soutenez. Mais à part ça, et les autres candidats, ce sont des candidats à faible impact sociologique et même géostratégique. Ce sont des candidatures d'accompagnement et vous le savez. Est-ce que vous savez que parmi ces candidats, il y a un candidat qui loue l'une des maisons du prince de Béton? Vous le savez? Ah, ça c'est vous qui nous l'appelez. Non, je vous dis, il y a l'un des candidats qui loue l'une des maisons du prince de Béton. Et c'est ce qui sous-entend quoi? Premièrement, ce sont des personnes qui ont été financées, à mon avis, par ce même type de prince de Béton. Mais c'est pourquoi je vous dis que ce sont des menus frétins. Oui, donc, qui dit menu frétin concerne en même temps le prince de Béton qui crée et qui paie les candidatures de ces menus frétins. C'est lui qui est derrière tout ça. Mais en revanche, il n'a pas dit que certains ne sont pas des adversaires politiques. Et même encore, le respect des uns et des autres, c'est important. Vous ne pouvez pas dire de nous respecter et c'est toi qui vas mépriser les gens au nom du fait que tu aies fait le coup d'État. Et il parle d'un coup de libération. Il a fait quel coup de libération? Le coup d'État n'a pas une autre définition que le coup d'État. Donc, il est là par défaut et il va aussi partir de la même manière. Je suis assez clair et je suis constant dans ce que je suis en train de dire. Tant qu'il va mépriser les gens, il va partir de la même manière. Mais sur quelle base vous dites qu'il va partir de la même manière? Dès lors que le 12 avril, il va arriver à légitimer le pouvoir par des voies démocratiques, par le suffrage universel du peuple souverain. À partir du moment où vous commencez à le dire, ça veut dire que vous connaissez les modes opératoires qu'il va utiliser. Non, mais pas du tout. On voit bien l'engouement qui est suscité autour de sa candidature. Dites-moi, on arrête le débat, vous me dites en toute franchise, est-ce que cet engouement, on ne le voyait pas à l'époque d'Ali Ben? À l'époque de Mabongo, est-ce qu'on ne le voyait pas? Si. Bon, alors, et à la fin, ça donnait quoi? Ça donnait qu'il a perdu dans les yeux. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pensez qu'il y a un candidat honnêtement là qui serait capable de battre le prince Béton? Vous pensez vous mépriser les autres pour quelle raison? De quel droit certains munis-frétins, comme vous le dites si bien, ont le droit de mépriser les autres? Au nom de qui ils méprisent les autres? Mais je l'ai bien vu, hein, avec votre ministre de l'Éducation nationale, qui disait qu'en dehors d'Ali, elle ne voyait pas qui pouvait amener le Gabon à bon port. Et elle se disait sur Ali, et à la fin, Ngunda. voilà, Ali Ngunda. Et à la fin, ça donnait quoi?
d'État. Bon, ça a donné un coup d'État. Et on s'en a constaté qu'il n'y avait même rien eu. Maintenant, si vous partez dans le climat social, dans le Wellington, mais je vous dis, entre ce qu'on vous présente et les réalités, je vous dis, ça ne correspond pas à la réalité. Moi, je suis fils du Wellington. Et j'ai des nouvelles dans l'ensemble du Gabon. J'ai des nouvelles dans l'ensemble du Gabon. Mais M. Bamongom, on voit bien aussi mal comment cette structure associative est en train de fédérer l'ensemble des compatriotes gabonais dans le Wellington. Et là, elle s'est transformée en pensée patriotique pour conquérir d'ailleurs l'ensemble des acteurs pour tirer là-dessus l'ensemble du territoire. Et nous avons vu également les résultats du référendum. La province du Wellington a eu pratiquement local. Comment, sur quel indicateur certifié vous allez pouvoir dire que ce n'est pas évident que le prince Béton ait le résultat. Donc tous un soutien attendent aujourd'hui. J'ai d'abord honte pour vous le simple fait de venir citer Ossimane, qui prône l'ethnicisme et non l'unité nationale. Vous êtes sans ignorer le discours tenu à nos frères du Wellington en Zanrayon. Est-ce que... Mais il s'agissait de quoi? Parce qu'il y a beaucoup de bruit sur ce discours-là. Qu'est-ce qu'Aurélien Toutoumimita a dit de grave? Si vous ne connaissez pas... Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas souvenir de ce discours. À partir de ce moment, ça veut dire que vous ne suivez pas l'actualité. Lorsque quelqu'un dit que c'est nous qui avons voulu qu'il se présente, et c'est nous qui devons être, c'est nous... En fait, je ne me souviens plus, mais j'ai des audios avec moi. Mais il n'a pas dit, il n'a pas tenu de propos fédéral. Est-ce qu'il a tenu des propos outrageux à l'égard d'autres compatriotes gabonais? Est-ce que c'est injurieux d'appeler sa communauté de pouvoir soutenir un membre également de leur soutenir communauté. Une chose est différente d'amener le tribalisme dans le pays. Je vous conseillerais, pour mieux faire, parce qu'apparemment, vous n'étudiez pas l'actualité, mais d'aller l'écouter religieusement. Si vous ne comprenez pas bien le fait... Moi, j'écoutais, je voulais tout simplement avoir votre avis. Je vous dis... Parce que ce qu'il a dit n'est pas loin de ce que Chantal Mimoto a dit lorsqu'elle a réuni également les femmes de nos différentes circonstances administratives et territoriales pour soutenir l'action de la première dame. Je vous dis... C'était pas loin de là aussi. À vous dire, ne me parlez pas de Chantal Mimoto. Si vous estimez, à votre avis, que comme celui-là a posé tel acte et que l'autre a posé cet acte, ça ne souffre d'aucune ambiguïté, je vous le conseille. Mais vous êtes face à l'histoire. Quand ce pays va exploser, la seule chose que je vous demande, ne fuyons pas le Gabon. Tuons-nous, mourons, assumons nos propos. C'est ce que je suis en train de vous dire. Moi, je suis fan. Je l'ai suivi. Mais je ne m'intéresse pas à la bassesse de Aurélien, qui est le mal-aimé à Oyem, et qui est derrière tout ça sur le prince de Béton, qui cautionne les actions de Aurélien. Parce que s'il ne cautionnait pas cela, s'il voulait réellement l'unité dans le Wellington, il y a des choses qu'il ne devrait pas accepter. Il utilise des méthodes effectivement de Machiavel, parce que ces discours sont des discours machiavéliques. Tout simplement. Mais j'ai dit que le prince de Béton n'a qu'à assumer. Et il ne faudrait pas qu'il fuit ce pays. Nous tous, nous devons rester dans ce pays. Quand nous menaçons le vivre ensemble, ne fuyons pas. Restons à assumer ce que nous avons construit, ce que nous avons détruit. C'est tout ce que j'ai dit. Mais M. Bamongom, jusqu'à présent, je ne comprends pas votre mal-être par rapport à la campagne qui est menée par Aurélien Minta, et qui a d'ailleurs été le premier à avoir mis en place une plateforme fédérative de soutien de la politique de son très cher frère, qui est d'ailleurs président de la République, chef de l'État. Et bref, mais quand cela ne tienne, il y a également, toujours dans le souci de lutter contre l'ethnisation ou la régionalisation, la tribalisation d'ailleurs des pratiques politiques, comme vous le dites, le prince Béton que vous aimez bien citer, c'est Machiavel, disons Brice Koto Oligui-Nguema, le président du chef de l'État, a mis également en place une autre plateforme qu'il a appelée le mouvement des bâtisseurs.
Et aujourd'hui, on voit bien plusieurs personnalités politiques, des partis politiques qui sont allés adhérer au sein de cette structure, et il y a plusieurs compatriotes également qui sont à l'intérieur de cette structure. Est-ce que ce n'est pas une manière également de Biscoto de mettre fin à cette politique d'intimidation pour amener, rassembler le plus grand nombre de compatriotes gabonais autour d'une seule structure? Mais malheureusement, il y a des résistances. Qu'est-ce qui peut justifier justement toutes ces résistances-là d'acteurs associatifs, d'acteurs politiques et même certains membres du clergé? Le mouvement de la plateforme de voleurs, des bâtisseurs. Comment voleur? J'ai dit, je mesure mes propos. Mais monsieur Ange Kevin Duro, qui est coordinateur général du mouvement, c'est un brillant avocat. Ça, c'est à votre niveau. Ne me parlez pas de ce genre de personnes. Je vous dis, il ne m'intéresse pas. Les gens qui ont les discours à géométrie variable, ne me parlez pas d'eux. Parce qu'on peut ressortir ces anciens discours. Donc, il faut être constant. Je vous répète, si vous dites que je ne vais jamais rencontrer et jamais parler avec Bob Ngom, il faut être conséquent. Si vous savez qu'à un moment donné, vous pouvez discuter avec Bob Ngom, il faut avoir des réserves. Donc vous ne direz jamais que je ne peux pas discuter avec telle ou telle personne. Bon, Ange dont vous parlez, Dibou, Ange Kevin Dibou, a eu des propos autres qui ne le cadrent plus avec les propos qu'il utilise aujourd'hui. Absolument. Donc, sa pensée a évolué. Non, sa pensée est rétrograde. Y compris ses convictions également. Se sont modélées. Il doit d'abord commencer à les justifier pour dire j'avais tenu tel discours. C'est ça le bon sens. J'avais tenu tel discours parce que j'étais peut-être dans la naïveté, encore que j'en doute fortement, par son âge et par sa qualité. Et j'ai pensé, depuis que j'ai discuté peut-être avec le prince de béton, ça m'a amené à changer les discours. D'accord. Parce qu'il faut une cohérence, il faut une logique. Mais qu'est-ce que vous dites également à l'égard du vice-président de l'Assemblée nationale, qui d'aucuns disent qu'il serait pratiquement sur la même ligne, c'est-à-dire Godefroy Foubola. Nous connaissons la violence de ses propos pendant la prise de pouvoir. Il n'a jamais été violent. Vous savez, beaucoup de personnes utilisent parfois le cadre des réseaux sociaux ou le fait d'être activiste pour attirer l'attention du pouvoir pour se faire appeler. Et c'est ce qui fait généralement. Et c'est ce qu'il a fait. Naturellement. Ce qui fait généralement qu'ils changent de discours. Ils n'ont jamais changé de discours. Ils ont toujours été à la recherche du game, à la recherche de l'argent. Donc, ne venez pas me parler des personnes qui à géométrie variable. Je reste constant dans mes positions. J'ai dit, je n'ai pas le temps du prince de béton, mais il n'est pas mon ennemi. Je dit clairement, je peux discuter avec lui, mais je ne chercherai pas un poste et je ne lui demanderai jamais un poste. 6 mois à la caisse stable. Mais vous êtes un agent public, si le chef, le prince de béton arrive à vous nommer en votre qualité d'agent public. En quoi est-ce que c'est mauvais? En droit de dire je n'en veux pas. Non, mais ce serait une subordination hiérarchique. Non, c'est un droit. C'est un droit. Si j'estime que je n'ai pas de compétences, l'honnêteté intellectuelle devrait vous amener à ne pas accepter. Le mal de ce pays, parce que vous vous intéressez à des postes. Le combat que certains activistes mènent aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont à la recherche des postes. Ils veulent avoir des voitures. Mais ils doivent tous comprendre, autant qu'ils sont, le prince de béton ne peut pas les satisfaire. Et même les mini-frétins, comme vous les appelez si bien, qui gravitent autour du prince de béton, doivent comprendre que tous n'auront pas de place au gouvernement. Ils n'auront pas de place tous à l'Assemblée. Ils n'auront pas tous des places comme directeur général, cela. Ils n'auront pas tous des places. Et plus bas, tous ces petits zozos qui sont toujours autour de ces politiciens doivent comprendre qu'ils n'auront pas de nomination tous et on ne leur trouvera pas tous du travail. Même quand le prince de béton vient mentir visiblement, d'abord voilà quelqu'un qui vient faire un discours sans des statistiques en main, il parle à la bouche. Quels sont les éléments qu'il a? Il n'a pas d'éléments. Puisque Assala, dont il se vante, moi je suis en contact, il avait dit ceci. Il a racheté Assala et tous les agents d'Assala
vont continuer le travail, ils sont tous assis à Port-Gentil. Ce sont des faits réels et je peux ouvrir mon téléphone et vous montrer les éléments qu'on m'a envoyés. Donc, quand nous n'utilisons pas les médias, j'ai dû demander au prince de béton si il mais le prince de béton vient de payer la dette extérieure il n'y a pas longtemps. Lesquels? Tu as les chiffres, tu as les documents, tu peux me les montrer. Je vous pose la question, où sont les éléments? Mais ils ont même confirmé qu'il le paiement. Il ne suffit pas de confirmer à la bouche, il faut des éléments, des preuves matérielles. Lorsque vous venez devant une émission, vous ne venez pas faire cause, je cause. On vient avec des documents à la pluie. Même le professeur émérite Ondosa, surnommé le pape d'économie à l'université, lorsqu'il vient parler... Mais le ministre du budget a bien confirmé le paiement de la dette. Quel budget? Mais M. Charlomba. Charlomba. Vous doutez donc de justificatifs Monsieur David Berakouma, je suis paiement de la dette. Monsieur, je suis en train de vous dire, lorsque vous venez faire sortir des arguments de ce genre, il faut venir avec des éléments. Comment un candidat va venir devant les médias faire je cause, because sans éléments de preuve? Moi, c'est le document qui m'intéresse. Lorsque la note du Gabon avait été rétrogradée, il y avait un document officiel qui faisait de tous les réseaux sociaux. C'était les éléments. Tout ce que le Gabon a eu, il a eu ça fait de tous les réseaux avec des preuves à la pluie. Absolument. Maintenant, qu'est-ce qu'il me prouve? Il nous dit, c'est les faits qui manquent. Moi, je suis allé sur le charbonnage, s'il n'y a pas des milliers de tonnes de ciment qui sont là-bas et des fers. Comment ils ont fait pour les avoir? Ici, sur cette voie-là, les travaux sont arrêtés. Il n'a qu'à dire aux Gabonais ouvertement que ça s'est arrêté parce qu'il n'a pas tout payé. Non, mais sur votre voie, les travaux sont pratiquement à 90%. Monsieur, ne venez pas dire... Je viens une fois de plus de circuler sur la votre voie. La route ne se limite pas là. Oui. C'est une ceinture. D'accord. Ne me dites pas que ça fait 90%. Ça ne fait même pas les 40%. Oui, la ceinture par le bas. Donc ça ne fait pas les 40%. Non, mais au moins 60%. Non, même pas 60%. Parce que ça doit retrouver la ruelle de l'autre côté de l'N7. Donc, alors que ça, ils n'ont même pas fait les deux endroits. Et le premier endroit qu'ils ont pensé à bétonner, elle est inachevée. Donc, ne venez pas parler, même s'ils avaient fait même à 80%, qu'est-ce qui peut le justifier? Il ne vient pas avec des éléments de droit, il ne vient pas avec des preuves. Pour montrer qu'il n'est pas là pour distraire les Gabonais, il vient avec du gros n'importe quoi, sans document à la pluie. Comment on peut prendre quelqu'un qui veut être à la tête du pays au sérieux? Donc, avant de venir parler, à mon avis, il aurait dû s'entourer de tous ces documents-là. Pour dire, voilà tel document, il donne aux journalistes. Les journalistes montent à la caméra, les gens ont le temps de lire et de dire ce qu'il a entendu. Mais certainement que ces documents vont être présentés lors du processus à partir de ce moment, il va s'ouvrir à partir du 28. Non, à partir de ce moment, il ne devrait pas venir à cette émission. C'est une honte pour le pays. Qu'un soi-disant putschiste vient devant les médias. Non, mais putschiste, c'est pas exagéré, monsieur Bomi. C'est un putschiste. Il a fait un coup d'État. Les putschistes sont des coups d'État. C'est un coup de liberté. Non, c'est un coup d'État. Il n'y a pas une définition qu'on peut me donner à un coup d'État. Le coup de liberté n'est pas un coup d'État. Mais vous savez très bien que les institutions étaient bloquées. Monsieur, que les institutions soient bloquées parce que c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. On ne peut pas appeler ça autrement. Maintenant, il veut donner une autre définition, étymologie du terme de coup d'État. Je dis mon Dieu. Arrêtons ça, écrivez ça. Écrivez ça, c'est un coup d'État. Monsieur Bomgom, nous allons avancer. Je viens d'avoir également un disque sur votre chaîne de Radio Moscou depuis le KGB où on apprend qu'un autre activiste, non de moindre, Eric Tchitche, qui est actuellement conseiller du maire de la commune de Libreville, disons le délégué spécial, appelait l'ensemble des activistes gabonais à un rassemblement pour pouvoir dire ça suffit comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes partant pour également aller discuter avec l'ensemble des autres activistes au Gabon et essayer de voir comment trouver des solutions aux préoccupations majeures du plus grand nombre de compatriotes gabonais? Et d'ailleurs, donc vous vous êtes déjà fait pratiquement le porte-voix aujourd'hui, sinon le port est en date. Bon, j'ai suivi avec beaucoup d'attention mon petit frère Eric Otiti. D'abord, je constatais que Eric Otiti n'a pas utilisé son mur pour communiquer, il a utilisé le mur de Fortuné Edou, ce qui est déjà quelque chose de surprenant. J'ai suivi
un live de Fortuné Edou qui dit que le prince de béton l'a reçu. Très bien. C'est sa liberté à lui. Et il demande aux activistes de venir autour de lui pour faire une communication le mercredi. Le même Fortuné a demandé naturellement, par le biais d'Éric Otete, qu'il y aura une réunion le lundi 14. Il y a une certaine Maoundou, Mikomédia, voilà, qui voudrait participer à l'émission. Bon, malheureusement, nous le ferons une autre fois. Aujourd'hui, l'exclusivité est sur Bob Mingom. Et d'ailleurs, il dit que c'est le game. D'après ce point. Bon, je n'ai pas encore terminé mon analyse par rapport à la communication de Éric Otete. Et ce lundi, j'ai appris par des informations que je n'ai pas encore vérifiées que Fortuné demande à ceux qui ont assisté à cette réunion de rentrer dans son mouvement pour aller rencontrer le prince de béton. Alors moi j'ai répondu ceci. J'avais déjà répondu clairement quand j'ai suivi la sortie d'Éric Otete. Que je ne me reconnais pas en Fortuné, je ne me reconnais pas à Éric Otete. Oh là 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 là. Alors là, excusez-moi, monsieur Bomengom. Malheureusement, nous n'avons pas bien suivi. Eh bien, c'est Patrick Oyabi. C'est Patrick Oyabi qui voulait participer également à l'émission. Monsieur Patrick Oyabi, l'émission Atmosphère va se déplacer demain pour venir vers vous parce que vous avez beaucoup à dire. Vous avez beaucoup à dire. Nous allons vous réserver une page exclusivement comme nous le faisons avec Bob Mingom aujourd'hui parce qu'il a beaucoup à dire aujourd'hui. Il a envie d'élever un certain nombre d'équivoques. Donc, on vous réserve votre page pour demain, à partir d'une heure qui vous conviendrait, disons, dans la soirée. Oui, monsieur Bomengo, vous pouvez donc, à la suite de ça, ils ont fait leur réunion et Fortuné a demandé aux autres activistes d'adhérer à sa pensée unique et adhérer à plus jamais ça pour aller voir le prince de béton. Et c'est quoi l'objectif poursuivi d'ailleurs par ce rassemblement, ce conglomérat? Ce n'est pas une affaire d'ego, c'est pas une affaire d'ego, c'est une affaire de vision. D'accord. Je ne suis pas un supporter du prince de béton. Oui, mais vous êtes un activiste. Oui, puisqu'on appelle tous les activistes. Du simple fait qu'il a rencontré le prince de béton et c'est dans le cadre de la politique du prince de béton qu'il appelle les activistes. Moi, je ne me reconnais pas dans ça. Je ne me retrouve pas dans le prince de béton. Je ne me retrouve pas dans Fortuné. Je ne trouve pas d'intérêt à aller là-bas. Oui, mais vous êtes un activiste. Ici, c'est pour réunir l'ensemble des activistes pour débattre justement des problématiques de l'heure, telles que la démocratie, telles que le chômage, telles que le droit de l'homme, la protection des libertés et autres. Je ne vois pas en quoi ça aurait été mauvais. C'est peut-être les interlocuteurs qui posent problème. Le moment opportun, on pourra se retrouver entre activistes. Éric Otete avait fait un repas, il avait convié les activistes à ce repas. Je me suis rendu et j'étais avec les autres activistes. Plus que ça, c'est limité qu'au repas. Ça n'était pas dans un cadre politique. Mais ce que nous ils font là, c'est dans un cadre politique. Et dans ce cadre politique, chaque activiste est libre de choisir son temps. Une fois la politique sera terminée, les élections seront terminées, nous pourrons nous retrouver. Mais pour le moment, je ne trouve pas ça opportun de se retrouver avec ces personnes. Bon, mais Patrick Oyabi, lui, dit clairement que c'est la marmaille. Et vous connaissez M. Patrick Oyabi, qui est d'ailleurs un soutien du chef de l'État, l'un des soutiens les plus affirmés. Et nous savons toutes les difficultés que Patrick Oyabi a subies pendant le règne impérialiste d'Ali Bongo Ondimba. Il a été d'ailleurs contraint à l'exil. Et aujourd'hui, Patrick Oyabi, quand bien même il est soutien du chef de l'État, mais il continue à dénoncer les pratiques politiques que nous avons d'ailleurs décriées. Et lui, il dit clairement que c'est la marmaille. Bon, je salue d'abord Patrick Oyabi de passage. C'est un petit frère que j'apprécie pour ses prises de position. Ses prises de position. Vraiment, c'est audacieux et risqué. Il n'a pas froid dans les yeux quand il parle. Et il assume la mort, il assume la prison, il assume tout ce qui peut lui arriver. Et c'est un courage. Donc, vous voyez, voilà un Gabonais
je ne sais même pas les raisons pour lesquelles il est motivé à soutenir le prince de béton. Voilà un Gabonais qu'on a laissé pour compte dans ce pays. Absolument. Qui méritait... Qui a beaucoup souffert. Qui méritait qu'on lui trouve du travail. Qui méritait un véhicule contrairement à ce véhicule qu'on a donné aux autres. Et qui a souffert dans sa chair. Donc, on ne lui reconnaît même pas cela. Je me pose la question, pour quelle raison il va soutenir un individu qui soutient les mafieux au détriment des personnes qui se sont battues naturellement pour le peuple gabonais. Je ne citerai pas que Patrick Oyabi. Vous-même qui êtes devant moi, vous êtes qui êtes devant moi, je suis vos sorties. Vous êtes parti, vous avez été reçu par le prince de béton. Il vous a promis tout, mais il n'a rien respecté. Il vous a promis un poste qu'il n'a même pas respecté. Qu'est-ce qu'il pourra respecter de vous? Vous êtes à pied. Le simple fait que vous critiquez parfois les actions du CETRI, ça vous coûte tout ce que ça vous coûte aujourd'hui. Je ne prenais que votre exemple aussi. Mais comme vous n'êtes pas du Bénin 8, vous ne faites pas le Bénin 8, et ça ne cadre pas avec. Donc ils adorent Alléluia, Alléluia. Donc ils adorent la communion sans confession. Si on vous demande d'être franc-maçon, vous devez être franc-maçon. Si on vous demande d'être homosexuel, vous devez pratiquer l'homosexualité. Et c'est ce que le prince de béton construit autour de lui. Mais tous ces cris que vous décriez, vous êtes sûr que le prince de béton n'écoute pas ça? Il dit, je m'en fous, il n'a qu'à faire son bruit. Mais ce sont ses collaborateurs qui m'ont roulé, ce n'est pas le prince de béton. Non, le prince de béton... Le prince de béton a bien manifesté sa bonne foi. Dès lors non, je vous pose une question. Il m'avait même remis son numéro de téléphone. Il vous a répondu une seule fois? Je n'ai jamais écrit une seule fois, par respect au principe hiérarchique. Non, s'il vous donne son numéro de téléphone, c'est qu'il vous donne le droit de l'appeler. Je pose une autre question. Issu des réseaux sociaux, puisque lui-même il dit, il est spécialisé dans sa culture de renseignement d'écouter les activistes. Absolument. Alors, donc ça veut dire que quand vous dénoncez le non-respect de toutes ces orientations, par un de ses collaborateurs le plus proche, dont j'étais le nom de la discussion. Pour qui ne réagit pas? Parce que c'est quand même un collaborateur à qui le chef de l'État m'a confié. Mais vous savez naturellement que l'une des plus grandes spécialités d'Omar Bongo, c'était justement ça. Il vous promet, il vous signe même le document, il vous signe le décret, il vous dit partez. Et ensuite, quand vous sortez, il dit n'exécutez pas. Et on vous fait balader, mais comme ces personnes qui sont vos interlocuteurs ne peuvent pas vous dire que c'est le prince de béton qui a demandé de ne pas exécuter, mais dans le fond, c'est ce que je vous prends un exemple. Mais moi, j'ai dû faire le bruit, puisqu'ils ont pu quand même acheter une voiture, même si ce n'était pas celle-là que le prince de béton m'avait dit. Mais le poste, c'est la même arnaque. Là, c'est plus le chef de l'État. La marmaille, maintenant, c'est les collaborateurs qui étaient chargés de mettre en exécution cette décision du chef de l'État. Une décision d'un chef, elle est exécutoire. Absolument. Elle ne fait pas l'objet d'une critique ou d'une contestation. Absolument. Elle est inattaquable. Absolument. Je vous dis, c'est des méthodes de Omar Bongo. Il vous donne tout et ensuite il appelle ne donner rien. Non, mais moi je pense pas. Vous pouvez le défendre. Pour le prince béton. Avec Tomo Ernest, le défend Tomo Ernest. Mais pourtant, le prince béton ce jour-là a dit à son garde-corps de me remettre 3 millions. Il me les a remis, les 3 millions séance Je vous dis, est-ce que l'argent des taxis est plus important que le poste que vous avez tant rêvé et qui vous amène à faire autant de critiques? Non, pas. Je pense que c'est le poste qui vous a promis, qui vous a fait sortir et qui vous continue à vous faire sortir. Et c'est ce qui vous amène hors de vous. Absolument. Parce que vous êtes parti à 3. Les deux autres ont eu leur nomination. À 4. Ouais. Les 3 autres ont eu leur nomination. Ils exercent, mais vous n'exercez pas. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas voulu le faire respecter. Parce que lorsque je suis informé, en tant que chef, que la décision que j'ai prise n'a pas été exécutée, à partir de ce moment-là, je tire les conséquences, je sanctionne. Mais si ces personnes... Tire la porte. Si les personnes... Tire la vitre. Non, ne pousse pas, tire. Si les personnes, là, l'autre côté... L'autre côté. Coulisse la vitre. Là, la rousse noire, là. Ouais.
Bon, viens passer par là. Voilà, accordez-nous quelques minutes là. Il y a mon fils qui s'est fait mordre par le chien. Donc j'ai dû l'amener à l'hôpital et on sort là de l'hôpital où il a subi quelques doses là. Donc il est un peu fatigué. Donc nous revenons toujours sur notre actualité. Mais avant de poursuivre, nous allons observer une pause. Le temps que je vous lise également un document et qui nous a été envoyé par Radio Moscou du KGB. Ce document a été envoyé par Imhotep Bruno Ben Moubamba. Je ne sais pas dans quelle ville il se trouve actuellement. Il vous souviendra que Imhotep avait maudit le prince Béton avec l'ensemble d'autres candidats. Il parlait d'une élection pipeau ou quoi, je ne sais pas de qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais nous allons tout de même observer. Attendez que je retrouve le document. Mais dans tout le cas, M. Bob, poursuivez d'abord. Le temps que je retrouve le document. Pour vous dire que c'était les vieilles méthodes, et on l'a vu avec le défunt Ernest. Omar Bongo avait terminé de faire son gouvernement et qu'il a rendu public. Ouais. Et un mois après, il a signé au défunt Tomo Ernest un décret qui faisait de lui un ministre d'État. Mais il n'a jamais siégé bizarrement en conseil des ministres. Donc tout simplement c'était un décret fantoche qui ne pouvait pas être exécuté. Donc le prince de Béton est dans la même lignée. Ça veut dire que il vous dit devant tout le monde, et quand vous sortez, il dit à son aide de camp ou à personne qui était présentement et qui a demandé de faire exécuter cela, il vous dit non, laisse-moi ces conneries-là. Donc ils sont coutumés des faits. Ils sont coutumés des faits. Et le prince de Béton, il est excellent dans ce jeu-là. Monsieur Bob Mingom, il y a Bruno Ben Moubamba et qui confirme ce que vous dites, que la dette n'a pas été payée, mais c'est plutôt les échéanciers qui ont été payés. Et là, il nous envoie également un autre message à travers votre disque, Radio Moscou. Il dit: mon pays, je te pleure. Ce sentiment qui me submerge, de la tristesse, une déception, une honte indescriptible, de la colère, un sentiment que je ne saurais décrire à l'aide d'une expression. Un mélange de sentiments, tous différents les uns les autres. Ce pays où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai appris, où j'ai aimé, où je voulais finir ma vie. Cette partie de moi est en train de s'effacer, de disparaître jusqu'au devant de mes yeux. Je regarde, je me retourne, j'avance, je tends la main au bain, je cours pour sauver ce qui reste. Malgré cela, je n'arrive pas à avancer. Vous savez, c'est comme si je courais sur un tapis roulant. Qu'est-ce que ces paroles vous expriment? Ces propos de la part de Bruno Ben Moubamba Imhotep, qui fut d'ailleurs vice-premier ministre, ministre de l'Habitat. Bon. Par rapport à son message, c'est un message assez profond. Il est meurtri dans sa chair. Absolument. Un peu frustré. Qu'est-ce qui peut justifier toutes ces frustrations-là, monsieur Bob? Je ne pense pas qu'il soit frustré en tant que tel, mais il est meurtri dans sa chair à voir les Gabonais qui refusent de comprendre, à voir les Gabonais qui veulent une chose et son contraire, à voir les Gabonais qui ont décrié un système hier et qui cautionnent le même système aujourd'hui. Donc il est blessé et surpris de voir ces personnes. C'est pour cette raison qu'il maudit à juste titre le prince de Béton. Avec les autres candidats. Oui, il est maudit avec les autres candidats. Il est maudit dans le sens que ils n'auraient pas dû se présenter. Et c'est ce qu'il demande d'ailleurs. Ils n'auraient pas dû se présenter parce que les jeux sont bipés d'avance. Parce que le prince de Béton a mis tous les organes en place pour ne pas perdre ces élections. Vous constaterez avec moi que Abaoun, qui est président de la Cour constitutionnelle, qui est l'oncle direct
du prince de béton. Quelle est la différence qu'on peut faire entre Abaoun et Marie-Madeleine Boulançon, qui était qui était la maîtresse d'Omar Bongo et qui était en définitive la mère de Ali Bongo Ondimba. Donc, il n'y a aucune différence. Est-ce que c'est ce qui justifie d'ailleurs le rejet de la candidature de notre frère professeur universitaire Jean-Rémy Yama? Est-ce que vous pouvez faire un commentaire justement du rejet de cette candidature? Parce que Jean-Rémy Yama nous aurait fait d'ailleurs comprendre que le document qui relaie, il était parvenu à l'obtenir, c'est-à-dire l'acte de naissance de sa mère. Mais malheureusement, la Cour constitutionnelle a opposé une fait de non-recevoir. Le complément de ce document-là pour qu'il soit participant à la probable élection. Je vais vous dire une chose. Vous me demandez mon sentiment par rapport au rejet du dossier de Jean-Rémy Yama. Jean-Rémy Yama est un côté Nzébi. Ouais. Nous sommes d'accord? Oui, on est d'accord. Le prince de béton est renseigné et mal renseigné en même temps. Ouais. Les Nzébi sont l'équivalence des femmes aujourd'hui. Absolument. Qu'on le veuille ou pas. Absolument. Absolument. Jean-Rémy Yama, candidat, va prendre les 75% des Nzébi. C'est déjà une menace pour le prince de béton. Wow. Les autres pourcentages vont être pris forcément et naturellement par Opianga qui est aussi Nzébi. Opianga n'est pas candidat. Non. Ça veut dire le mot d'ordre d'Opianga. Ah oui, c'est important aussi. Orientation. Oui. C'est pas en mandat, les services de renseignement sont en mandat. Les contestations d'ailleurs, les gens naturellement, plus de 1500 personnes sont là-dessus à cause de cette affaire. Donc tous les services de renseignement sont du côté du Haut-Togoui et du côté de Wellington aujourd'hui. Parce que les contestations se font ressentir dans ces endroits-là. Donc, ce qui fait en sorte que le mot d'ordre d'Opianga va basculer les élections. Je te rappelle. Aujourd'hui, Jean-Rémy Yama était une très grande menace pour le prince de béton. Ce qui fait en sorte que Jean-Rémy Yama, candidat, Billy Visé, candidat, le prince de béton, candidat. Ils allaient se partager forcément les voix. En se partageant les voix, techniquement, quelqu'un devait partir au deuxième tour. Mais le prince de béton allait partir au deuxième tour, allait parler quel français? Devant Jean-Rémy Yama. Il peut dire quoi avec Jean-Rémy Yama? Mais vous avez bien suivi son interview hier. Il sait très bien en sortir. Je vous dis bien. C'est bel et bien. Je vous dis bien, il n'était pas en face de lui un candidat. Il était en face de lui deux journalistes qui avaient des questions bien orientées. Donc, arrêtons ça. Qu'est-ce qu'il peut venir parler devant Billy Visé? Et je conseille au prince de béton que le jour qu'il pourra discuter avec Alain-Claude Billy Visé, de venir avec un dictionnaire. Le dictionnaire que je peux le conseiller, qui est considéré quand même comme un dictionnaire, Micro-Robert. Je le conseille de venir discuter avec Alain-Claude Billy Visé, avec Micro-Robert. Parce que les deux ne sont pas de la même acabit. Oui, mais le prince béton, c'est un homme d'action, rien à voir avec qu'est-ce que vous appelez l'action? C'est quoi l'action? Mais on voit bien en très peu de temps, le prince béton est parvenu à faire ce que Alain-Claude Bibinze n'avait pas pu faire en 7 mois d'exercice de pouvoir en qualité de Premier ministre. Il était Premier ministre en combien de temps? 7 mois. 7 mois. Vous pensez qu'on peut faire tout ça qui se fait? En 7 mois, c'est Alain-Claude Bibinze qui avait le système électoral de 2 enveloppes accoudées. Celui qui est venu avec le système d'une élection jumelée entre l'élection présidentielle et les législatives. Et ça, c'est une réalité. C'est encore lui qui a dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Et que les Gabonais devaient espérer contre toute espérance. Monsieur David de la Kouma, je attire d'abord votre attention. Et d'ailleurs, c'est le gouvernement d'Alain-Claude Bibinze qui a suspendu les bourses de nos enfants, qui ont suspendu les avancements, les rappels sous sol et autres. Et d'ailleurs, je vous informe que le prince béton vient de nous dire que les avancements sur sol vont encore être payés de nouveau avant justement l'élection présidentielle. Il faut qu'on se comprenne. Ce ne sont pas de bonnes intentions. Attendez, il faut d'abord qu'on se comprenne bien.
Et d'ailleurs, vous êtes allé en droit, monsieur Bomingo. Je vous reprends encore. Donc, ou vous répondez à vos propres questions, ou vous êtes là pour me poser des questions. Non, je suis là pour vous poser des questions. À partir de ce moment-là, vous me laissez vous répondre. D'accord. Si vous défendez le point de béton, votre utilité n'était pas de venir me poser des questions. Non, je vous pose des questions. Alors, vous me parlez des actions que Billy Bizé n'a pas pu faire. Billy Bizé n'était pas aux décisions de l'État. Il était Premier ministre. Il était Premier ministre 7 mois. Ce n'est pas en 7 mois qu'on peut faire quelque chose. Deuxièmement, dites-moi si M. Ndonsima est vraiment Premier ministre, s'il n'est pas figurant. Le Premier ministre, dans tous les pays, n'ont été que des fusibles. Ndonsima est un fusible du pince et de béton. Mais Ndonsima exerce bien ça. Il est Premier ministre. Je dis bien, il n'a pas de décision à prendre sur Charles Omar. Parce que si c'est la tête qu'Ndonsima, il faut l'enlever. Sa décision, il ne maîtrise pas le ministre de la Défense. Je regrette. Je vous dis, M. Béakouma. Je vous le dis, M. Béakouma. Lorsque vous faites souvent vos lives, il faut faire très attention. Parce que lorsque vous traitez des gens de mini-frétins, des gens qui sont mal affamés, des gens qui n'ont pas fait l'école, ne rentrez pas dans ce jeu des gens qui n'ont pas fait l'école. Le bon sens est la chose la mieux partagée. Selon René Descartes. Alors, je vous dis bien, le Premier ministre essaye de jouer son rôle, mais il ne pèse pas dans ça. Et je vous dis, Mafumbi est plus puissant que le Premier ministre Ndonsima. Le ministre de la Défense est plus puissant que le Premier ministre. Je peux vous citer plusieurs ministres. Donc, le Premier ministre n'est qu'une jouette d'un système, tout simplement. Mais non, pour quelle raison Ndonsima ne démissionne pas? C'est un problème d'éthique. Parce que moi, je vais démissionner. Parce que je ne cours pas derrière les postes. Je vais démissionner. C'est ça, l'éthique. Et c'est ce qui avait fait en sorte que Ben Moubamba démissionne du gouvernement de Ali. Parce qu'on lui a nommé, on lui a demandé, mais il a pensé qu'en allant dans le gouvernement, il allait exercer pleinement. Mais ses actions ont été bloquées par ce même gouvernement, par ce même monsieur Ali. Et il a trouvé mieux, c'était de démissionner et partir. Parce qu'il était critique vis-à-vis de ses collègues. Mais est-ce que les Gabonais ont la culture de la démission? Parmi les démissionnaires, on connaît qu'il y a eu par exemple Pierre-Louis Ropivia, hein, le recteur de l'université. On a vu Maranga Moussavo également qui a démissionné. Il ne s'agit pas, incongru. Il ne s'agit pas d'avoir cette culture, il s'agit d'amener les gens à avoir cette culture. D'accord. Que quand vous ne partagez plus les mêmes idées, les mêmes idéologies, c'est démissionner. La preuve, c'est que vous avez démissionné du PDG. Absolument. Parce que vous ne voyez plus les choses de la même manière. Il n'y a plus d'un an. M. Ben Bruno Lubamba avait démissionné. C'était un acte courageux d'un compatriote et ça, il faut le reconnaître. Et les gens doivent l'écrire. Vous me parlez que le prince de béton a bâti. Est-ce que bâtir, c'était un projet de société? Est-ce que faire des routes semble un projet de société? Je vous rappelle quand même, n'ayons pas la mémoire courte. Je n'ai jamais milité au PDG. Je n'ai jamais été sympathisant du PDG. Mais quand quelqu'un a fait, il faut reconnaître qu'il a fait. Qu'il ait bien fait, qu'il ait mal fait, il faut reconnaître qu'il a fait. Mais entre les moyens qu'il a vus et qu'il a utilisés, c'est là où on doit juger. Entre les promesses qu'il a faites au peuple et ce qu'il a fait, c'est ce qu'on doit regarder. Quand vous voulez comparer, faire la comparaison entre Ali Ben et le prince de béton, vous devez les comparer sur la tranche de 2 ans. C'est sur cette comparaison que vous devez faire. Monsieur Ali Ben avait lancé les chantiers dans l'ensemble du Gabon. Ces stades, terminaux pas terminés, ça existe, les stades. La zone industrielle existe. Les 2 voies du PK5 jusqu'à Ventoux, ça existe, mais ça n'a jamais été achevé. Les hôpitaux aussi. Les hôpitaux sans oublier. Donc, quand on veut faire, il faut un minimum de lucidité et d'honnêteté intellectuelle. Vous ne pouvez pas comparer le prince de béton en moins de 2 ans qui est devenu archi-multimilliardaire avec ces gens du C3 des militaires. On ne peut pas comprendre que le prince de béton en moins de 2 ans devient le plus grand propriétaire immobilier de ce pays. Et puis,
on va me dire qu'il a fait un bon bilan. Et quand il vient parler des chiffres, où sont les documents? Non, pour le moment, je pense que Ali Ben a fait plus que le prince de béton. Mais Ali Ben était un mal absolu pour ce pays. En 2 ans, le prince de béton vient de créer pratiquement près de 20 000 emplois directs dans la fonction publique. Et ça, personne ne peut le renier. Qui les a comptés? Mais on a bien vu l'ouverture au concours avec... Monsieur Vérakouma, je ne fais que vous dire. Vous posez des questions, je vous réponds. Où sont, vous venez pas des statistiques. Où sont les documents? On ne parle pas sans les statistiques. Vous défendez le prince de béton. Montrez-moi les documents. Vous avez quelqu'un qui vient parler devant les médias. Il est incapable de vous montrer un seul document. Il vient faire je cause, bico, je cause. Moi, je ne tourne pas les films d'Hollywood. Il faut le dire au prince de béton et que le prince de béton écrive cela. Moi, je ne suis pas un cinéaste. On vient demander, on vient orienter les journalistes pour poser un certain nombre de questions. Je ne joue pas à la comédie. Il s'agit du Gabon. Il s'agit du Gabon, des Gabonais. Donc on ne vient pas jouer avec la vie des Gabonais. Le prince de béton a dit à Salah, les Gabonais, on ne devait pas les enlever du travail. Mais à Port-Gentil, ils chôment. Quels sont les revenus? Le professeur émérite, professeur Ondosa, a fait la démonstration économique de la situation d'Assala. Personne n'est venu répondre au professeur Ondosa. Personne n'a pu demander Ondosa un débat là-dessus. Donc arrêtons de venir faire cause bico je cause. Il est parti à Moula. Il a vendu les mérites en disant que Mike Moussi est le savant de l'économie ici au Gabon. Mais entre-temps, Mike Moussi est milliardaire. Pourquoi il a enlevé encore à l'économie? Pourquoi on l'a enlevé? Il est d'ailleurs poursuivi pour... Qui l'a poursuivi? Où est la suite? Mais il est entendu. Non. Paraît-il à Non, non. Auprès de la commission de lutte contre la risque illicite. Non, ce sont les mises en scène. Je vous dis, ce sont les mises en scène. Dans un pays normal, il devrait commencer par le faire démissionner. C'est un problème d'éthique. Lorsque le prince de béton, devant les médias, sans la moindre gêne, vient parler qu'il lutte contre la corruption, sachant parfaitement que depuis qu'il est là, et les militaires et les civils sont les grands budgétivores de ce pays. Et il vient, sans la moindre gêne, dire qu'il lutte contre la corruption. Sans compter, vous avez entendu une seule fois qu'un de ses parents d'Ongoni est inquiété par la commission? Pas une seule personne. Ils sont tellement les messieurs propres. Donc, qu'il arrête de venir distraire les Gabonais. Et les Gabonais doivent le sanctionner. Qu'il arrête de venir distraire les Gabonais doivent le sanctionner. Ce sont les propos de Bob Mengom. Il vous dit d'ailleurs de l'écrire. Et de toutes les façons, les Gabonais sont libres, ils sont conscients du choix qu'ils aimeraient opérer le 14 avril 2025. Moi, je ne fais que poser les questions. Je ne vais pas orienter qui que ce soit pour le moment. Monsieur Bob Mengom, nous allons arriver vers la fin de cette interview. Mais nous avons un autre pan. Le pan, justement, d'un certain nombre d'institutions. Et là, nous allons parler de la question de l'institution à laquelle vous appartenez, c'est-à-dire la Caisse CAB. Il vous souviendra qu'à la Caisse CAB, il y avait un acteur politique étatique que nous avons appelé M. Mavioga. Christian, le défunt. Voilà, le défunt qui occupait un très haut poste de responsabilité au sein de cette structure. Après, on l'a envoyé à plusieurs lieux. Comment se porte la Caisse CAB à l'ère de la transition actuelle? La question de la Caisse CAB, je ne sais pas si vous avez suivi ma sortie de ce matin. Non, je n'ai pas suivi. Concernant la Caisse CAB, je vais vous dire, depuis que la Caisse CAB est gérée par mes frères actogoviens, c'est la descente aux enfers. 2 actogoviens ont géré la Caisse CAB qui ont eu le mérite de la gestion de la Caisse CAB. Je ne vais pas les citer les noms. Ça n'engage que moi-même. Mathias Otunga. Ondias aussi. Et Souna Ondias. D'accord. Mais le reste, c'est la pire des catastrophes que la Caisse CAB a pu connaître. Dès que nos frères actogoviens ont compris que la Caisse CAB était une régie financière, parce qu'ils adorent être partout où il y a l'argent. Absolument.
Alors, on se retrouve avec un pseudo Ismaël Nyamadengou Koudumbu Oligi à la tête de la Kesta. C'est un frère au président qui est à la Kesta. Il dit que c'est son petit frère. Il dit qu'il mange tout le temps à table. J'assume mes propos, hein. Je les assume. Parce que ce monsieur, on a discuté plusieurs fois ensemble. Il estime que la Kesta est un héritage qu'on lui a donné. C'est leur bien à eux. Donc c'est leur société. Ils font comme bon leur semble. Allez-y. Mais sur une société par étatique, comment ça va être un bien? Allez-y. Je vous demande d'aller à la Kesta, vérifier ce que je suis en train de vous dire. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous dis, allez-y vous-même vérifier. Voilà quelqu'un qui est devenu J'espère que le droit de réponse également ne vous gênerait pas. Hein, si jamais on arrivait à nous rapprocher justement du directeur général de la Kesta. Ce n'est pas un problème de droit de réponse. C'est un débat que je les invite. D'accord. Je les invite à un débat public. Parce que je ne suis pas là à faire cause, because. Ça veut dire qu'il répond, je réponds. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrive à un débat public. Et on fait sortir les documents. Posez à monsieur, le directeur général de la Kesta actuel, il a fait un forum sur le café et le cacao, où la Kesta a dépensé plus de 100 millions de francs. Rien que pour ce colon. Ça a donné quoi? Rien du tout. Il a fait son bilan. Il a fait son bilan au gouvernement. Mais dans son bilan, il a mis la lutte phyto. Et c'est moi qui suis le responsable de la lutte phytosanitaire dans l'ensemble du Gabon. Et c'est quoi? Elle consiste à quoi mon travail consiste à traiter les plantations café et cacaoyères dans l'ensemble du Gabon. C'est-à-dire que si une plantation a une maladie... Oui, donc vous êtes comme un médecin. Voilà. Donc, c'est à quoi consiste mon travail. C'est ça qu'il a pris. C'est l'objet de mon travail qu'il a pris et que je peux vous présenter ici, là. D'accord. Ça, ce sont les provinces que nous avons sillonnées. On voit campagne de lutte phytosanitaire 2024-2025. D'accord. Ça, c'est le Wellington. Voilà, campagne de lutte phytosanitaire 2024-2025, fichier numérique. Wellington. Alors, donc, c'est ce qu'il a présenté, les chiffres de mon travail qu'il a présenté. Oui, mais c'est tout à fait normal. Vous êtes un collaborateur. Écoutez, c'est un art. Il faut savoir où je vais sortir. D'accord. Allez-y. C'est ce qu'il a présenté comme bilan pour lui. Mais en revanche, une commission d'audit qu'il a mis en place à l'inspection, une inspection qui ne sert à rien à la Kesta. Une inspection qui ne sert à rien à la Kesta, juste pour créer des postes et des dépenses d'argent. Mais l'inspection a quand même un rôle majeur. C'est celui que vous connaissez très bien. Une inspection qui n'est pas... Fait des évaluations quand même. Une inspection qui n'a pas son indépendance n'est pas une inspection. Une inspection qui n'a pas son indépendance, qui est dirigée par le DG, qui est orientée par le DG, n'est pas une inspection. L'inspection doit être autonome. Alors, cette inspection... Mais dans toutes les administrations, il y a des inspections? Non, pas toutes les administrations. Comment ça? Ils n'ont pas les mêmes rôles. Je vous dis bien, ils n'ont pas les mêmes rôles. D'accord. Alors, vous avez un personnage comme M. Edou, soi-disant agronome, Edou Parfait, qui a fait une mission à l'intérieur du pays. Et quand il ressort de cette mission, il vient contredire notre expertise, notre travail, en disant que le travail que nous avons fait à l'intérieur du pays, en réalité, n'était pas 1200,49 hectares, c'est 680 hectares. Monsieur Edou Parfait a eu le temps de prendre des superficies de ces plantations à quel moment? La première question que je me pose. La deuxième question, où sont les fiches de son travail qu'il a pu dire dans tel village? Pour faire cette évaluation. Bien. Je vous prends un exemple simple. Devant les Gabonais.
Bien, voilà. Vous voyez, cette fiche vous montre le nom du propriétaire. Absolument. Le nom du propriétaire, le numéro de téléphone du propriétaire, Ouais, les superficies, les distances, les produits utilisés, ouais. les distances entre le village et le département, le nom du village. Et à la fin, vous allez voir le chef du village a signé et à son numéro de téléphone. Ouais. À quoi consiste la signature du chef du village? Très bien. Pour attester que la plantation appartient bel et bien à la personne. C'est très bien. C'est la signature du chef du village. C'est bien documenté. Et ensuite, vous avez la signature du propriétaire de la plantation qui se trouve au milieu pour attester que le travail que nous avons fait dans sa plantation a été bien effectué. D'accord. Et vous avez ensuite la signature du chef de zone. Ça veut dire la caisse stable a des représentants dans les zones, dans les différents départements. D'accord. Il a signé. Ça veut dire que le chef de zone confirme qu'il y a eu le traitement dans tel endroit et ça a été bien traité. Et ensuite, en dernière position, vous avez la signature du chef du bureau de lutte phytosanitaire. Ce travail a été fait par un prestataire chemin vert qui a fait ce travail. Nous, on n'a fait que confirmer et valider. Comment vous allez venir contester des éléments de droit et devant un individu? Mais est-ce qu'ils ont fait une contre-expertise? C'est possible pour eux de pour faire une contre-expertise, il faut que vous ameniez les mêmes éléments de droit. Ouais, ouais. Plus que, est-ce que nous avons inventé les distances entre un village et le département? Est-ce que nous avons inventé les superficies? Est-ce que nous avons inventé le numéro de téléphone de la personne? Est-ce que nous avons inventé le nom de la personne? Est-ce que nous avons inventé le nom du chef du village et le nom du propriétaire? Bien. Mais donc la caisse câble se porte bien, M. Bomengo. Non, laissez-moi terminer. Non, parce que nous sommes pris nous par le faisons, temps. et on peut partir fiche par fiche, c'est la même chose. Alors, voilà ces personnes-là. Il va jusqu'à dire, les produits utilisés, ce sont les produits qu'on utilise dans la culture maraîchère. Mais Edou a fait quelle école? Il était dans quelle école? Moi, je ne suis pas diplômé. Je n'ai pas de diplôme. Mais Edou, je peux le mettre sur le banc de l'école. Parce que ce sont les personnes mal formées. Et il vient dire que ces produits ne sont pas des produits adaptés aux plantations. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que vous avez deux types d'insecticides. Vous avez un insecticide spécifique. La spécificité d'un insecticide est désignée pour un insecte spécifique. Tout simplement. Ça veut dire que si c'est pour les guêpes, c'est pour les guêpes. Il ne peut pas tuer les cafards, il ne peut pas tuer les fourmis. Si c'est pour les cafards, il va tuer que les cafards, il ne peut pas tuer d'autres insectes. Nous, on les appelle en agronomie les nuisibles. Mais est-ce qu'il n'y a pas de générique, un produit Alors, qui soit capable? maintenant, vous avez un autre type de produit qu'on appelle des produits génériques. Voilà. Les produits génériques consistent à quoi? Parce que quand vous arrivez dans une plantation, vous avez des plantations associées. Les plantations associées, c'est quoi une plantation associée? Ça veut dire que nous, on est que dans le domaine café et cacaoyer. N'est-ce pas? Absolument. Mais dans le café ou dans le cacaoyer, vous trouvez des cultures associées, telles que les bananes, avec leurs ennemis, telles que les arbres fruitiers, avec leurs spécificités de maladies et leurs ennemis. Et vous avez les arbres venant de tout vrac, donc qui ont aussi leurs spécificités. Monsieur Bomengom, est-ce qu'au niveau de la caisse câble également, il y a un service également d'amélioration un peu des ressources humaines pour envoyer les gens en stage de formation, les recyclages, etc. Parce que je vois bien que c'est un métier quand même assez complexe. Nous allons en venir. Alors, donc, c'est le générique qui est spécifique à utiliser dans ce genre de situation. Puisque vous ne connaissez pas les spécificités des arbres associés à la culture que nous cultivons. Donc, si vous ne prenez pas ça en compte, vous allez dépenser par contre beaucoup plus d'argent. Ça veut dire que vous êtes obligé de prendre un insecticide pour les guêpes, un insecticide pour les cafards, un insecticide pour les fourmis, et vous les associez. Mais si chaque insecticide vous coûte 20 000 francs, est-ce que vous imaginez l'association de tous ces insecticides de prendre un insecticide générique et systémique à large spectre? Absolument. Qui va tuer tous les ennemis? On utilise un produit spécifique lorsque vous arrivez, parce que les insectes tels que il y a des insectes
qu'on a besoin à une période pour la fécondité pour que les plants puissent germer. Est-ce que la caisse câble apporte une véritable plus-value dans le budget de l'État? Au niveau du café et du cacao, j'ai dit non. Parce que le café, l'argent du café et du cacao est détourné. D'accord. C'est-à-dire que dans les missions, on le fait, il n'y a pas un travail en tant que tel. Mais à l'époque d'Asuela Daniel, c'est la caisse, le cacao qui faisait vivre, qui payait les agents de la caisse d'âme. Parce qu'on dépassait les 1000 tonnes. Ouais. Mais aujourd'hui, on ne dépasse même pas les 200 tonnes. Mais qu'est-ce qui peut justifier que les gens aient quand même des salaires assez importants au niveau de votre institution, alors que les résultats sont quand même assez moins importants que par le passé? Bien. Nous savons qu'un conseil du directeur général la voisine pratiquement les 3-4 millions. Nous avons l'autonomie de gestion. D'accord. Quand vous voyez la caisse de stabilisation et de péréquation, ça veut dire que vous avez les stabilisations qui est régénérée par les hydrocarbures. Voilà. Vous comprenez? Très bien. Et vous avez le café cacao. Mais c'est les taxes que nous fixons dans les hydrocarbures qui payent en réalité qui vous les agents de la caisse, qui rapportent réellement l'argent à la caisse stable. D'accord. Alors comment il faut faire pour améliorer justement la caisse câble? Donc le café, le cacao, on voit bien que la Côte d'Ivoire arrive à s'en sortir avec il n'arrive pas à s'en sortir, il s'en sort. Il s'en sort. Le Cameroun s'en sort. Sauf le Gabon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer justement cette La première des choses, c'est d'abord de mettre des gens à la place qu'il faut. Si le point de béton avait commencé... Problème des ressources humaines. Si le point de béton, c'est pas les ressources humaines, c'est de placer les gens à la place qu'il faut. Si le point de béton avait commencé à faire des enquêtes de moralité, que de placer ses parents qui ne valent rien du tout à des postes, à ces postes-là, on ne peut rien tirer. Tant qu'on ne fait pas les enquêtes de moralité, tant qu'on ne place pas les gens à la place qu'il faut. J'ai souvent dit, je préfère la compétence que le diplôme. Si vous êtes diplômé et avec la compétence, c'est tant mieux. Alors, je vais revenir sur le directeur général. Parce que tu as mené un sujet qui m'intéresse. Oui, mais nous n'allons pas faire une fixation sur... Nous faisons une fixation, mais c'est quand même important. On parle sur le rendement de votre structure. Oui, nous parlons de rendement. Son apport. Nous prenons le rendement. Voilà un individu qui passe son temps dans les voyages. Je suis arrivé d'une mission. Le principe veut que le directeur général puisse me recevoir pour lui faire le compte rendu verbal et écrit. Absolument. Mon directeur devrait aussi le faire. Ils ont refusé radicalement de me recevoir. Et je tiens à vous rappeler que le directeur général est de Ngoni, le directeur Café Cacao est de Ngoni. Donc ce sont des parents. Alors là. Donc qui sont en train de mettre la caisse stable au sol. Mais en même temps, le prince de béton a sa propre petite soeur directe qui est invisible à la caisse stable. Elle ne fait pas les matchs vus. Elle ne joue pas les intéressants. Vraiment, elle est renfermée. Quand elle vient, elle est dans son bureau. Quand elle sort de son bureau, c'est pour aller chez elle. D'accord. Voilà un modèle. Très bien. Alors, au moins un exemple. J'ai écrit. Quand j'arrive, c'est qu'ils ont trouvé mieux de me faire une demande d'explication. Alors que la demande d'explication, on doit la faire après que j'ai déposé le rapport. Et c'est dans le rapport qu'on devait trouver les griefs. Mais ils ont fait l'inverse. Et quand ils m'envoient le demande d'explication, je suis en congé. D'accord. Mais je réponds quand même à leur demande. Ça fait plus de 5 mois, ils ne m'ont jamais répondu. Plus de 5 mois, j'ai déposé la demande d'explication. Ils ne m'ont jamais répondu. Et la demande d'explication, ils ne m'ont jamais répondu. Quel objectif? L'objectif était de me poser la question, les raisons pour lesquelles je n'ai pas déposé le matériel. C'est-à-dire les matériels que j'ai utilisés. Que tu as utilisé, d'accord. Mais comment tu vas déposer un matériel que tu utilises dans tout l'ensemble du Gabon? Comment tu vas déposer le matériel que tu utilises dans l'ensemble du Gabon? Si tu les utilises d'abord et le matériel était insuffisant, si tu les déposes en chemin, ce qui fait en sorte que à un moment donné... Est-ce que le matériel existe ou bien le matériel est obsolète, hors d'usage? Le matériel existe. D'accord. Je vais vous prendre un exemple simple. En termes d'insecticides, ils ont donné
600 litres d'insecticides. Vous avez utilisé, nous avons fait 1200,45 hectares. Donc imagine-toi que même en utilisant 1 litre par hectare, imagine-toi la quantité que nous avons pu utiliser. Absolument. Donc pour faire les économies du produit, nous avons dû utiliser les thermonébulisateurs. C'est quoi un thermonébulisateur? C'est ceux qui donnent la fumée. Parce que si on utilisait les atomiseurs, la quantité de produits donnés était insuffisante. Mais qui a imposé cette quantité de produits? C'est bien le directeur Café Cacao. Elle n'allait pas couvrir l'ensemble. Naturellement, par son incompétence avérée. C'est moi le technicien. C'est moi qui évalue la quantité de produits qu'il faut utiliser. On tient également compte des moyens mis à disposition. Il faut Monsieur, savoir. Quand on roule, quand on a un parking de VX, ça veut dire que la caisse a les moyens de sa politique. Mais tout à l'heure, vous avez bien dit qu'il y a quand même des ressources qui arrivent à... Nous avons les moyens. Stabiliser. Monsieur, je vous dis, monsieur David Benkouma, ouais. Permettez-moi. C'est moi le technicien, c'est moi qui fais l'évaluation. Vous voulez des résultats, mettez les moyens. Les moyens ne manquent pas à la caisse. Ce qui embête, c'est les hommes qui gèrent ces moyens, qui est le problème au Gabon. Lorsque je réponds, ils ne m'ont jamais répondu jusqu'à aujourd'hui. Mieux, j'ai envoyé le rapport, ils ne m'ont jamais répondu sur le rapport. Ça veut dire que le rapport a été bien présenté. C'est ce que ça veut dire. Mais le directeur général, le 19 décembre, je lui ai envoyé un courrier. La décence sur le plan administratif, c'est que vous devez répondre à un courrier envoyé. Absolument. Lorsque vous êtes de Ngoni, je ne vais pas accuser tous les gens de Ngoni, puisque Ondias est de Ngoni. Ondias est un bon gestionnaire. Mais lui là, qui a une formation inachevée, non, il ne connaît pas le principe administratif. Il ne sait pas que. Monsieur Bomengom, moi, je me le permets. Je me le permets et je me l'assume. Là, vous faites faire un procès d'intention. Je ne fais pas de procès d'intention. À l'émission Atmosphère, nous sommes là pour dire la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité que je suis en train de vous sortir. Lorsque vous avez fait l'administration, vous savez parfaitement que lorsqu'on vous envoie un courrier, la décence veut que vous puissiez répondre à ce courrier. Il ne l'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui, plus de 4 mois. C'est bien. Et ensuite, je me retrouve avec un huissier de justice qui vient me trouver à mon domicile pour me faire une sommation interpellative. Voilà. Et là-dedans, les griefs qui ressortent, c'est que le directeur général m'a demandé de rendre le matériel utilisé qui se trouve en réparation. Il a demandé de rendre ce matériel et je ne me suis pas exécuté. Je me pose la question. Si ce monsieur Nyamalangu ou Lingu Ismaël, Ondias, pas Ondias, Oligui, est-ce que c'est un homme équilibré? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'il peut me montrer un document administratif où il m'a envoyé pour me demander cela? Il n'y en a pas. Deuxième grief qui fait sortir. Il dit, j'étais chef de mission. Voilà quelqu'un un individu mal formé qui vient de sortir de telles bêtises. Mieux, il vient dire là-dedans que j'ai été chef de mission. Mais que je sache, lorsque vous êtes chef de mission, ça doit figurer dans l'ordre de mission. Est-ce qu'il peut m'apporter la demi-preuve que j'étais chef de mission? Alors, de telles allégations, comment vous pensez que je puisse laisser ça tomber si je considère que c'était un acharnement? J'ai mis mon avocat sur le dossier qui sont en train d'apprêter, ils sont en train de répondre à la caisse au directeur général de la caisse. Je fais constater où les machines se trouvaient chez les réparateurs par voie d'huissier. Et tout l'argent que j'ai dépensé, ce monsieur doit savoir qu'il est de Ngoni, moi je suis femme. Je vais lui montrer que je suis femme. Mais il va me rembourser tout l'argent que je suis en train de dépenser. Je vais vous dire, avant de sortir, je vais vous dire, vous ne pouvez pas faire la lutte phyto sans faire la régénération, parce que les deux sont liés. Ce qu'on appelle la régénération, c'est ce qu'on appelle la lutte intégrée. Parce que dans la lutte phyto, l'intégration de la régénération est là-dedans. C'est quoi la régénération? La régénération, c'est de nettoyer les plantations.
La régénération, c'est de faire la récolte sanitaire. La régénération, c'est de faire l'ombrage. Pour quelle raison on vient faire des audits dans la lutte phyto sans faire des audits dans la régénération? Je m'en vais en vous disant que Ontoléa, 21 hectares, 300 000 francs pour la régénération. On demande 16 hectares, 300 000 francs pour la régénération. Mais dans le Haut-Togo, tu as des gens qui ont 3 hectares, 10 millions de pour la régénération. Est-ce que c'est normal? Est-ce que parce que l'autre est femme et l'autre est actogovien qu'on va le faire? C'est ça qu'on ne veut plus dans ce pays. Moi, je suis mieux placé pour le dire. Je demande qu'on fasse sortir les documents. Nous allons en débattre. Parce que j'ai les éléments qui nous permettent d'étayer ces chantiers. Je vais terminer en vous disant ceci. Oui. En vous disant ceci. Pour quelle raison, plus que la lutte phytosanitaire a été financée, ça veut dire que les carburants, les voitures, tout. Où est passé l'argent du carburant? Pourquoi on ne fait pas l'audit sur le carburant? Pour vous montrer l'acharnement que ces personnes, ces personnages mal formés font sur la personne. Il y a M. Joe Distel qui demande quel est le lien avec l'ethnie. Parce que vous insistez depuis là avec l'ethnie. Bon, alors, je vais lui répondre. Ouais. Je n'ai pas un problème particulier avec l'ethnie ou des gens du Haut-Togo. Je continue à dire que 5% des Actogoins sont des extrémistes. Et j'assume ce que je dis. Et ce sont ces 5% des extrémistes que je m'adresse. Parce que celui qui est à la tête de la caisse stable est un extrémiste, c'est un tribaliste. Et ce que je dis, allez-y le vérifier à la caisse stable. Ceux qui font les 90% des missions, ce sont eux. Je n'ai rien, et je vous dis bien, même des gens du Haut-Togo qui sont à la caisse stable vivent les mêmes situations que nous, que les Pounou, que les Nzébi, que les femmes. Ils vivent la même situation. Parce qu'il s'est fait une équipe. Donc, les gens d'Ongoni, je n'ai rien à vous. Je n'ai pas un problème avec tous les gens d'Ongoni. Monsieur mais je dis, il y a une catégorie de personnes qui foutent la merde dans ce pays et je les considère comme des extrémistes. Monsieur Bomengom, nous allons sortir de ce débat sur la caisse câble en vous posant une dernière question. Les Gabonais iront au vote le 15 avril prochain. La campagne électorale s'ouvre le 28 avril. Qu'est-ce que vous recommandez aux Gabonais pour lutter contre les violences post-électorales, mais également contre la montée un peu de caractère tribal avec des discours ethno-régionalistes? Comment il faut faire pour que nous arrivions à une élection libre, transparente, apaisée et comme le dit souvent Gabin, sans casse, sans emprisonnement, sans décès? Il y a une question que je me pose, que je voudrais bien vous poser. Vous avez parlé, vous avez voulu justifier le discours tribal des Aureliens. Et en même temps, maintenant, vous vous posez la question, comment éviter cela? Bien. Le prince de béton est au centre de tout ce qui se passe. Le tribalisme, la division, le repli identitaire. Est-ce que c'est pas exagéré? En quoi est-ce qu'une seule personne va être responsable de tous les péchés de l'humanité, monsieur Bonneau? Je vous pose une simple question, puisque vous semblez être son défenseur. Non, pas du tout, je pose la question. Est-ce que vous avez vu Mafoumis faire une sortie là-dessus? Non. Bien. Qui ne dit mot consent. Pour quelle raison il ne le fait pas? Moi, je vous dis bien, la grande crainte que j'ai, c'est la division. Mais le chef d'État avait contesté il n'y a pas longtemps les violences de Mako. Est-ce que vous m'avez posé une question, je vous réponds. D'accord. La crainte que j'ai et le mal que j'ai intérieurement, c'est la mascarade que le prince de béton fait pour diviser mes frères et sœurs dans le Wellington. Et j'ai mal au cœur que de supposer intellectuels soi-disant du Wellington contribuent à cette division. Aujourd'hui, allez-y dans le Wellington, allez-y voir à quoi ça ressemble. Vous avez entendu Wifi Lukuma parler. Qui a envoyé Wifi Lukuma? C'est dans l'intérêt de qui?
Qui a intérêt? Il a fait des révélations quand même assez... Mais assez dangereuses. Assez dangereuses, des révélations familiales. Mais qui le fait? On n'a pas compris l'intérêt de tout ça. Qui est derrière lui? Ouais. Il y a bien quelqu'un derrière lui. Absolument. Ce n'est pas qui a donné toutes ces informations. Ce n'est pas Wilfried qu'il faut regarder. Ouais. C'est celui qui a envoyé Wilfried le faire. Qui a donné des informations. C'est celui qui a envoyé familiales. Wilfried de le faire. Ouais. Qui trouve un intérêt. Ouais. Mais qui le protège? Parce que c'est là-bas qu'il faut aller chercher. Mais paraît-il qu'il s'est excusé? Bon, non, ce n'est pas une question. Le mal est fait. Est-ce que vous évaluez si le père du prince de béton mourait par un AVC? C'était compliqué. Parce que chez nous les femmes, c'est la honte qui nous tue. Ouais. Est-ce que vous savez la fragilité de la femme, de la femme du père du prince de béton? Ouais. Est-ce que vous savez dans quelle situation et dans quel état il se trouve? C'était compliqué quand même. Alors, discours quand même assez... et en quoi ça intéresse le peuple gabonais? Rien du tout. Alors, voilà Wilfried qui se complique la vie pour revenir au Gabon. Mais moi je vous dis, c'est le prince de béton qui est derrière tout ça. Parce qu'il utilise réellement les méthodes de Machiavel pour mieux régner, il faut diviser. Mais bon, vous accusez Bruscoto, les Guéguéma de tous les péchés de l'humanité. Je vous dis bien. Les péchés de Saturne, d'Uranus, les péchés de Mars. Je parle de ma communauté actuellement. C'est quand même incroyable. Je parle de ma communauté. Je suis femme. Je parle de ma communauté. Et c'est très dangereux ce que ce monsieur est en train de faire. Vous avez Omfer, qui est le propre petit frère du prince de béton. Et c'est sa maman qui a été citée. Et vous avez Aurélien, qui est le propre petit frère du prince de béton. Qui ont les deux associations qui sont en combat. Oui, qui sont en compétition. Laissez-moi terminer. Omfer est allé du côté des oncles de Aurélien. Il a été chassé copieusement. Oui, nous avons appris. Bon, il a été chassé. Vous ne pensez pas que c'est assez grave et dangereux? Alors, ces deux personnes sont en train de diviser Oyem. Parce que ces personnes qui les suivent estiment que ce sont les petits frères du prince de béton, ils peuvent aller défendre nos dossiers. Mais est-ce que ce n'est pas l'une des raisons qui a justifié le fait que le prince de béton ramène tout le monde au mouvement Les Bâtisseurs? Mais nous constatons d'ailleurs que certains refusent même d'aller au mouvement Les Bâtisseurs. Non. Et je vous ai posé cette question tout à l'heure. Non, je vous dis, s'il y a un bain de sang dans le Wellington, vous n'allez pas avoir ce genre de discours. Moi, je vois l'avenir, je vois les choses venir de très loin. Le prince de béton est l'aîné des enfants de M. Nguema. Et le prince de béton est le grand frère de Aurélien et le grand frère d'Omfer. Il peut les faire asseoir et dire: je ne veux plus en entendre parler, je veux qu'il y ait une seule association. Très bien. Pour qu'il ne le fait pas. C'est pour cette raison que je dis il est derrière cela. Lorsque le prince de béton, l'association de Aurélien, on appelle ça comment? Osimane. C'est Pensée patriotique. Et a fait sa sortie. Pensée patriotique. Le prince de béton n'est-il pas allé adouber son petit frère? Il est le président d'honneur. Pourquoi n'est-il pas le président d'honneur de l'association de Omfer? C'est lui qui prône cette division dans le Wellington. Les Wellingtonois sont les fusils, les femmes sont les fusils du prince de béton dans le Wellington. Et je dis non, et je combats contre ça. Et je vais toujours combattre contre le prince de béton tant qu'il veut diviser mon peuple. Il ne pourra pas diviser ni les Gabonais, ni les femmes. Parce que les femmes vont prendre conscience progressivement. C'est un danger pour ce pays. Et ce qu'il fait dans le Wellington, il le fait ailleurs. Mais pour quelle raison il n'y a pas cette crise-là en Ngoni? Du côté de sa maman. Vous ne posez pas de bonnes questions? Et vous venez penser que je suis contre le prince de béton alors que je vois ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire chez moi? Mais est-ce que ce ne sont pas vous-même les femmes ou bien les propres frères du prince de béton qui sont à l'origine de toute cette campagne? Monsieur, je vous dis, le prince de béton peut taper le poing sur la table. Le prince de béton, quand il a mis pied à Oyem, il avait dit, il est désormais le chef politique du Wellington. Donc par conséquent, il doit faire asseoir les gens et dire que ça doit s'arrêter. Il est responsable de ce qui se passe. Et c'est pour cette raison que je souhaite son départ. Et je continuerai à méditer pour son départ. Voilà, merci. Ce sont les propos de Bob Mengom, d'ailleurs les propos de la fin. Et il a été clair pour arriver justement à éviter des querelles post-électoralistes,
pour éviter la violence. Et d'ailleurs, vous avez bien vu depuis le départ, Bob Ngom lutte contre la violence post-électorale et c'est pourquoi il avait condamné les actions qui avaient été menées contre Alain-Claude Bebinze. Et Bob Ngom, il avait dit très clairement à l'époque à un de nos activistes que s'il continue, il allait le jeter par le pont de Kango. Donc Bob Ngom, qui est également un acteur politique, un activiste, il voudrait que les élections se passent en toute transparence, dans la quiétude, dans la paix et que l'unité des fils de la province du Wellington soit retrouvée et d'ailleurs l'unité de l'ensemble de tous les Gabonais. Vous étiez là à l'émission Atmosphère animée par David Mberakoma et là nous avons suivi les propos de Bob Ngom et qui a également dit que pour arriver à l'amélioration significative de la productivité justement de la caisse CAB, il faut un véritable changement, il faut des réformes qui soient engagées sur le plan structurel, sur le plan budgétaire, mais également sur le plan humain. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mais mettre des personnalités politiques qui soient capables de briller par une certaine humanité. Et d'ailleurs, il a exalté l'humanisme, l'humanité d'une de leurs collaboratrices également qui se retrouveraient à la caisse CAB. Vous étiez à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale. Nous reviendrons avec Bob Ngom à partir du lancement de la campagne, c'est-à-dire le 28 avril pour décortiquer cette actualité-là avec l'ensemble de tous les acteurs qui vont être engagés en jeu, les associations, le mouvement et autres. Et tout au long de cette campagne de 2 semaines, nous nous retrouverons avec Bob Ngom le temps de faire le point avec d'autres acteurs politiques étatiques. Demain, nous serons également à la rencontre d'un autre activiste que vous connaissez très bien. Tout à l'heure, là, nous avons annoncé, c'est... Oh là là, son nom est là. Voilà, le nom est là, mais vous savez très bien, c'était un activiste justement du côté de la province du Haut-Ogooué, quelqu'un qui a vécu le martyre, qui a souffert à cause de ses opinions, à cause de ses aspirations. Il a dû être contraint à l'exil et grâce à l'arrivée au pouvoir de Brice Côté Oligui Nguema, Dieu merci, il a pu gagner le territoire et aujourd'hui il est aux côtés de Brice Côté Oligui Nguema, mais il continue à dénoncer. Il continue à dénoncer. Il voudrait également avoir une amélioration de la gouvernance politique, économique et sociale de Brice Côté Oligui Nguema. Mais vous savez, ce sont des bonnes guerres. Le chef de l'État, c'est le chef de l'ensemble de tous les Gabonais. Et compte tenu du principe, la responsabilité du fait d'autrui, la loi dispose qu'on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on a la charge. Aujourd'hui, Bob Ngom l'accuse d'être responsable de tous les péchés de l'humanité, le péché de Saturne, d'Uranus, le péché de Jupiter et autres. Mais dans tous les cas, c'est tout simplement pour arriver à une certaine prise de conscience de la gouvernance politique étatique de notre pays. Merci encore, très chers compatriotes gabonais. Restez sur notre page Facebook dénommée David Mberakoma. Et pour ceux qui continuent à soutenir l'action du chef de l'État, eh bien, continuez à soutenir son action, ne vous découragez pas. Pour ceux également qui soutiennent l'action d'autres candidats, l'action d'Alain-Claude Bebinze, ce sont des bonnes guerres. Nous voulons qu'au soir du 15 avril prochain, eh bien, que le gagnant gagne et que la victoire soit claire, plausible et que les protagonistes puissent fumer le calumet de la fête et que le Gabon, ce pays digne en vie, puisse continuer à être ce havre de paix tellement recherché sur l'ensemble du territoire national et international. Merci de votre bien aimable attention. Vous étiez à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale animée par Thierry et Sam David Mberakoma, le Minotaure, l'abbé de Couchon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sol du savoir et l'onction de la faculté. Donc nous nous retrouvons demain avec Patrick Oyabi du côté certainement d'Angodjo ou bien du côté d'Akébé, c'est-à-dire les États-Unis d'Akébé. Et là, il faut retenir votre soupe parce que Patrick Oyabi est pratiquement de la même trempe que le prince Béton, mais avec des arguments encore plus explosifs. Allez, ciao, ciao, nous nous retrouvons demain.